Alors oui, il y a une question ici, si on peut lui faire passer un micro. Puis n'hésitez pas à vous signaler pour ceux qui veulent poser des questions ensuite. Donc il y aura une question là-bas ensuite. Can I ask the question in English? Yeah. It's a bit easier for me. Je traduirai. So I work for Societe Generale for the shared service center in Bucharest. And I have a question because this trend fascinates me, and I started to experiment a bit. I have read the book not of Mr. Goetz, of Mr. Lalu, so maybe it's a bit awkward, but I have a question of something that I've asked myself. I was reading a study of a guy called Hertzberg in the 80s. So he says that the things that motivate us are fundamentally different from the things that demotivate us, and they are not opposites. And he said that there are some things that work as prerequisites for a company to be motivated, decentralized, and he's talking that the salary must be right, that the systems and processes must be right. So do you think there are any prerequisites that need to be embedded before something like that to work? Because I'm missing this in the entire conversation. What do we need to do before, or what are the prerequisites for this to work? Donc, la question de monsieur est de savoir s'il y a des prérequis pour mettre en place une démarche de libération d'entreprise. Et on va activer le micro. Alors, peut-être c'est... You want me to answer in English or, I mean... In French. You understand? Yes. So you cannot speak, but you can understand. Je peux parler, mais c'est un peu approximatif. Very, ok. Alors, je vais... Donc, je prends cette question parce que, au moins que vous voulez, hein, qui sont théoriques. Donc, il parle de Herzberg. Herzberg, c'est quelqu'un qui est venu un peu après Maslow. Alors, ça, c'est les années 80, donc il n'y a aucune dame qui est née à cette époque. C'est quand même un peu ancien. Et donc, effectivement, il parle de ces facteurs hygiéniques. Hein, donc, globalement, c'est les deux premiers niveaux de pyramide de Maslow par rapport à des... Alors, moi, je vais vous dire comment j'ai remarqué, ce n'est pas une question théorique, hein, j'ai étudié, aujourd'hui, je connais probablement une centaine d'organisations libérées. Globalement, comment on approche la question de salaire et rétribution. C'est une question extrêmement importante qu'on ne traite pas bien dans les entreprises traditionnelles. La question de la masse salariale, c'est un sujet, il faut le réduire, etc. Dans l'entreprise libérée, parce que c'est basé quand même sur la confiance, aussi sur des sujets, des questions comme des valeurs comme équité, par exemple, on essaie de payer des gens de manière correcte. Ce n'est pas des salaires de stars, on ne sait pas de surpayer parce qu'on attire un certain nombre de personnes à des divas quand on paie des... Mais on essaie de payer bien que la personne elle-même considère que c'est un salaire correct. Pour ça, il faut une transparence. Il faut montrer quels sont des salaires dans ce secteur bassin d'emploi par rapport à tel autre métier. Et pourquoi? D'un côté, vous ne voulez pas sous-payer des gens parce que cette personne-là, peut-être 2 ans après, un tel informaticien va apprendre que vous le payez 10 ou 15% moins cher et vous voulez instaurer la confiance dans l'entreprise. Or, vous trichez. Mais il y a une question beaucoup plus profonde. Tant que la personne juge qu'il n'est pas payé équitablement, vous ne pouvez pas inscrire cette personne dans un véritable dialogue authentique et le seul qui compte autour de la question comment souhaites-tu contribuer pour notre vision commune. Chaque fois quand vous allez lui déposer cette question-là, il va vous dire mais d'abord il faut m'augmenter de 5%. Et après on en parle. Donc, il faut payer correctement pour évacuer la question de salaire, qui est un mur qui empêche une véritable conversation sur le travail. Voilà comment on prend ça dans l'entreprise libérale. Je peux passer le micro, il y a encore un. Bonjour, donc Isabelle Marthe, je travaille au siège à la Société Générale. J'ai une question sur la dualité entre la responsabilité et la sanction. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabiliser les managers, l'organisation, et dans les réflexions autour de ce sujet-là, on associe beaucoup la mécanique de sanction, puisque beaucoup dans les couches ou sous-couches de la hiérarchie considèrent qu'on ne sanctionne pas assez les comportements qui ne sont pas en ligne avec les valeurs ou ce qu'on voudrait, ce qui devrait fonctionner normalement. Donc,
dans une organisation libérée, comment on gère ça? Moi, j'ai en tête un bel exemple, c'est celui de la Patrouille de France, où les équipes arrivent à s'auto-gérer, arrivent à exclure, en fait, auto-exclure les personnes qui ne rentrent pas dans la dynamique du groupe. Alors, comment on met ça en place dans une entreprise qui est libérée? Et pour poursuivre cette question, vous nous avez expliqué que vous aviez mis en place une constitution dans le groupe Poult. Est-ce que ça veut dire que vous avez mis en place aussi des systèmes de juridiction pour prendre des sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles? Oui, on a pu faire des choses comme ça. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours des... Souvent, c'est la première question qui vient, c'est comment on sanctionne. Alors que les sanctions, il y en a très très peu. Il y en a quand même très très peu. C'est comme si on passait notre temps à sanctionner. Il y en a, bien sûr, et ça reste une vraie question, hein, mais c'est parfois étonnant qu'on attaque ça par cet angle-là en se disant, mais finalement, à la fin des fins, on n'est pas capable de faire confiance aux gens. Et on s'occupe des 2 ou 3 ou 4% de passagers clandestins, il y en a partout, il y en a dans tous les systèmes, et je suis même prêt à moi accepter que dans ce système-là, il y en a un peu plus, pourquoi pas, mais il y a tellement d'énergie, dans les 92, 93, 95% restants, qu'en réalité la vague elle passe et c'est pas très très grave. Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est que c'est vrai que nous on essaye, alors il y va un peu, dans un monde idéal, c'est l'équipe qui doit traiter ça, et c'est l'équipe qui exclut finalement les comportements qui sont pas adéquats. Et nous, on a pu voir ça, y compris dans des équipes d'ouvriers, hein, par exemple, sur le terrain. Donc quand il y a des comportements qui sont pas adéquats, ben, c'est l'équipe en réalité qui exclut. Donc ça, c'est l'idéal, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que voilà, c'est compliqué, alors surtout dans un monde industriel où en fait la sanction doit toujours tomber c'est le chef qui doit sanctionner, c'est pas l'ouvrier. Comment vous voulez que qu'on se sanctionne entre nous, donc tout ça prend un peu de temps, mais c'est quand même vers cet idéal-là qu'il faut tendre. Alors sinon, nous on a aussi installé des médiateurs, hein, pour régler toute une série de conflits. Et alors si encore une fois, si à ces moments-là c'est pas encore traité là, ben à ce moment-là, effectivement, ça passe à la hiérarchie. Donc, mais la hiérarchie est vraiment, c'est le dernier moment, ou la dernière instance, en quelque sorte, à laquelle il faut s'adresser si le conflit n'est pas. Et ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Ça marche, le micro? Ouais. Il faut faire la distinction entre deux choses. Je ne parle pas beaucoup le français, donc je vais faire des erreurs. Ce sont des choses qu'on doit faire chaque jour, et c'est comme vous le dites. The team decides, and the team sits together and decides who is going to do what. And if someone is a lazy bastard, they say, throw him out. Because I didn't tell you about, but all our bosses are evaluated by their people. What do we see? What bosses get a bad evaluation? Those who don't make any actions when someone is lazy. Because someone who is lazy makes other people work harder. And they don't want this. But the other thing is, when you are busy with innovation, and when you are busy with innovation, nobody can be sanctioned. But 70-80% of the time, it's a failure. This is what innovation is about. So we make this pledge to our people, when something goes wrong, we are responsible. Even when we don't know what is going wrong, or what is going on even. Because people decide to do things, most of the time our management doesn't know. And then they say, well, it went wrong, then we say, it's our responsibility. This afternoon I go to the parliament, and I'm going to tell the people over there, well, I made a mistake. I didn't know there was a mistake, and there was no mistake at all. But the results were not good for one thing. So I'm going to tell it to the parliament. You have to take your responsibility as a manager when something goes wrong in innovation. Donc il y a un pacte de confiance entre la hiérarchie, les responsables hiérarchiques en prenant un langage d'entreprise non libéré et tous les collaborateurs qui peuvent s'attendre à ce que leur hiérarchie prenne et assume ses responsabilités. Donc il y a une autre réponse, puis Isaac. Oui, enfin, c'est intéressant que la question de la sanction vienne si vite, et c'est probablement le témoignage que, en tout cas chez SocGen, on n'y est pas encore libéré. Parce que dans une entreprise libérée, le manager, il s'intéresse essentiellement à ce qui va chez son collaborateur, pas à ce qui ne va pas. Mais ça, en France, c'est pas notre culture et notre éducation, et c'est vraiment
d'inspiration de la psychologie positive américaine qui depuis longtemps fait cette démonstration que vous faites grandir les gens en insistant sur ce qu'ils font bien et pas en leur martelant sur la tête tous les matins ce qu'ils ne savent pas faire. Bon, mais ça c'est une transformation managériale, une transformation culturelle qui est profonde, qui est lente et qui, je pense, ne peut advenir dans une organisation que par l'exemple. Enfin, ça se décrète pas, ça ne s'écrit pas dans des process, ça se vit et progressivement, ça se transmet de manière virale. Mais ça prend un peu de temps. Je vais juste te dire une phrase. Une des entreprises que j'ai étudiées, alors je ne l'ai pas mis dans mes travaux, Morningstar, peut-être certains connaissent, c'est en Californie. Le patron, il est assez exceptionnel. Et donc lui, il avait cette phrase-là. Il m'a dit, il était vraiment habillé en cow-boy, hein, donc Santiago, look en cow-boy. Il dit, je sais que chez nous, alors ils sont plusieurs milliers de personnes, il y a des voyous qui sont en liberté, qui courent. Mais ce n'est pas pour les attraper que je vais transformer mon entreprise en prison. Oh, tout à fait. Alors, une dernière question. Il faut appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça s'allume. C'est bon? Oui. Bonjour, Nathalie Richard, SocGen à New York. Merci Françoise pour ce point sur les managers. Je pense que c'est fondamental, effectivement, et ça a été souligné à plusieurs reprises. Je voulais parler d'un point un petit peu et poser une question complémentaire à ce sujet managérial. Et je fais la distinction entre manager et leader. J'ai une question rapide. Peut-on monter, développer, designer et développer le monde de demain avec les dirigeants d'hier? Waouh! C'est une vraie question, c'est pas, c'est une vraie question. Réponse facile, non. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça, mais Isaac le confirmera peut-être, c'est que beaucoup d'entreprises libérées ont aussi commencé à travailler aussi sur l'école. Hein, certains entrepreneurs très innovants et qui ont été en capacité à diversifier leur business travaillent aussi sur l'éducation et ont commencé à créer des écoles. Donc on voit bien qu'il y a un travail de longue haleine indispensable. Françoise. Ouais, moi, je veux pas partager. Enfin, je suis pas à l'aise avec cette vision des jeunes, des vieux, des gens qui sont bien, des gens qui sont nuls, etc., etc. On vit tous ensemble sur cette planète en même temps, et il se trouve qu'il y a des jeunes, des super jeunes, des vieux, des plus vieux. Puis de toute façon, on est toujours le jeune de quelqu'un et le vieux d'un autre. Donc, je pense que si on dépasse pas, et on est tous en transformation en même temps, et donc. L'enjeu, c'est que ceux qui voient un peu plus loin que les autres, des pionniers, des explorateurs, il y en a des jeunes, il y en a des vieux, il y en a des moins jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, etc. etc. Mais ok, allons-y ensemble, si vous voulez. Je pense véritablement que c'est assez antinomique des valeurs qu'on est en train d'essayer de pousser quand on parle d'entreprise libérée que de dire il faut couper la tête à une génération. De toute façon, ils vont être là. Et même très 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 longtemps, puisqu'apparemment on va pousser jusqu'à 78 ans. Donc. C'est pas du tout une dichotomie vieux-jeune. Alors j'avais pas du tout. Non, c'était pas mal. Mais le fait qu'il faille que tout le monde se transforme en même temps, ça je suis. Alors Franck, vous voulez réagir, puis Isaac. Well, the thing you have to do is you have to evaluate your bosses by your people. And then the bad ones get out. And which are the bad ones? They are mostly not the bad ones. They are the ones who should not be the boss. Why? Ce sont des experts. And these are people who can't handle other people. And this is what we do all the time. The best, the most intelligent one is going to be the boss. And he doesn't know how to handle people. So make him an expert again and pay him more. Think about Messi, the best footballer in the world. He earns more than his manager. Why? Because he has the expert. Pay him a lot, so he doesn't want to be the manager. Most of the people want to be the manager to get paid more. Pay him more to be an expert. This is the plus-value, not the other thing. Alors, je vais ajouter juste une phrase. Vous savez, on parle beaucoup dans notre société de la diversité. Et bien sûr, diversité de personnes, c'est un sujet important, mais je pense qu'il est beaucoup plus
profond comme sujet, c'est la diversité de croyances, d'opinions. Et un être humain, courant sa propre vie, peut changer de ce point de vue. Il peut être une autre personne. Quand j'ai commencé à faire, étudier les entreprises libérales, on m'a dit, mais non, c'est très bien, mais les X, les énarques, tu peux oublier. Faux. Un des premiers leaders libérateurs que j'ai étudié en France, qui est décédé malheureusement, Jacques Rémin, était major de X. Il y a aujourd'hui un énarque qui a libéré son entreprise. Vous trouvez dans les mairies, vous trouvez dans les administrations. Ce n'est pas une question de l'âge, de diplôme et de toutes ces choses. C'est une question, qu'est-ce que cette personne-là, en quoi elle croit, et est-ce qu'il est capable à un moment donné de transformer ses croyances, ses convictions, de faire autrement. Il n'y a pas d'âge pour ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on me dit qu'on a le temps pour encore une question. Alors, je passe juste la parole à monsieur. Pas le droit. Et puis Françoise. Ça tombe bien, c'est une question pour Madame Mercadal. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo que vous avez présentée. C'est vivant, il y a de l'humain qui ressort de cette présentation. Et, alors que je me présente, Lionel, et je travaille pour l'entreprise RTE. Et nous avons aussi un projet de changement de bâtiment qui est prévu pour 2018 du côté de la Défense. Donc il y a eu un travail de collaboration avec les salariés, on les a associés un petit peu à la réflexion. Donc moi j'ai 2 questions en une en fait. La première c'est comment vous avez associé les salariés à cette réflexion. Il y a 5000 salariés collaborateurs à faire bouger entre guillemets de lieu de travail. C'est pas simple. Et la question un petit peu chapeau, on sent beaucoup d'énergie dans la manière dont vous avez présenté les choses, on vous sent extrêmement impliqué. Moi ça me fait beaucoup plaisir de voir chez un DRH autant d'humains qui ressort, parce que c'est pas toujours évident. Mais comment vous avez réussi ? C'est sûrement parce que je le suis pas, je suis pas DRH. D'accord. Ah pardon, ok, bon. Comment vous avez réussi à convaincre le top management ? D'accord. C'est une dame à côté. Alors, la question, ça peut être un peu pour toutes les deux, mais comment convaincre le top management de rentrer là-dedans, de rentrer dans la libération d'entreprise ? Moi, je vais passer la parole à la Chief Transformation Officer, qui est là-bas, notre amie Sophie. C'est elle qui a porté le projet et qui a piloté cette équipe de users en fait, qui ont transformé la banque. Bonjour, merci pour votre question. Alors sur comment on implique 5000 collaborateurs, en fait on a mis au cœur de notre gouvernance un comité utilisateur qui a regroupé les patrons de toutes les entités qui allaient venir aux dunes. Et en fait, voilà, on les a rendus acteurs de ce projet. Ce projet, vous l'avez compris, au début, il était subi. On devait y aller, on devait passer de l'ouest à l'est, on devait faire des économies. Personne n'en avait envie. Et on s'est dit finalement, comment on va créer l'envie ? On va les impliquer, on va les rendre acteurs, on va les mouiller. Et finalement, nous, notre travail dans l'équipe projet, ça va être de rendre possible ce qu'ils veulent. Donc voilà, on avait quelques intuitions sur ce qu'il fallait faire, bien sûr, mais toutes les grosses décisions ont été prises par ce comité utilisateur. En ce qui concerne le top management, j'ai envie de reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de la sécurité sociale belge. Il y avait certaines personnes du top management qui avaient vu ce potentiel de transformation lié à un bâtiment, d'autres personnes qui se sentaient moins concernées, notamment parce que leurs équipes n'y allaient pas, donc c'était un non-sujet. Et puis finalement, le projet a pris tellement d'ampleur qu'à la fin, ils avaient envie d'être sur la photo et qu'on les a invités à être sur la photo. Voilà. Merci. Comment convaincre les autorités politiques de suivre? Well, the first years we were changing, we didn't tell our ministers. Because des politiciens Il ne faut surtout rien dire si vous voulez faire les trucs. Il faut avancer. They hate risks. They hate risks. They are risk averse. They always say, on veut vraiment une administration efficace, mais rien ne doit changer. Donc we didn't tell them anything. And then I got manager of the year, and they read the papers and say, what has he been doing?
this is really what happened, because I knew they would say, no, no, no. And then, like in the film, I told them, it's too late to stop now. Because we don't have the old buildings, we don't have the old things, but we have something else, results. And that's what makes them believe in your system. They don't believe in our beliefs. They don't believe in our principles. You have to show them results. It's a shame. And if they don't believe it, you have to hire snipers. Alors, à la fin, Je veux juste ajouter pour monsieur de RTE que Sécurité sociale belge, ils ont aussi fait un projet comme ça, exceptionnel. Si vous allez un jour dans leurs locaux, vous oubliez Google. Vous oubliez. Et chaque entreprise, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça, la dimension est très importante. Et je n'ai pas par hasard évoqué Google parce qu'on dit, voilà, c'est Silicon Valley, etc. La question, est-ce que ce projet-là est fait avec les gens, à partir des gens? Est-ce que ce projet-là est concomitant, très important pour la transformation des pratiques et des relations entre les gens dans l'entreprise? Juste les locaux ne vont pas le faire. Il faut qu'il y ait un vrai projet de transformation managériale et organisationnelle qui est en même temps. And in the beginning, 1/3 is against, 1/3 is in favor, and a big third doesn't know. And it was like that in 2004 when we asked our people. But then you have to give people something. What's in it for me? What was in it for the people? They could work from home and win 3-4 hours a day. And they say, well, all the other things, we don't know if it's going to work, but if you give us those 3-4 hours, it's fantastic. In 2013, we asked our people, were you in favor of our changes in 2005? And 91% said, of course. This is what happens. And they don't lie. It's because they have changed while the process was going on. Françoise? Bon, à la fin, c'est quand même mieux quand les grands chefs ont compris et avancent. Alors moi, je vous donne un petit truc. Vous allez voir et vous leur dites, OK, on va se mettre d'accord. Je fais ça. Si ça se plante, c'est ma faute. Voilà. Si ça réussit, Voilà. c'est ton succès. Voilà. Et ça, Voilà. je peux Voilà. vous dire, Tout à fait. ça marche. Bon, alors après, moi j'ai vraiment une question parce qu'il y a un truc qui me fascine dans vos expérimentations. C'est la façon dont vous avez réussi à torpiller les process HR. Parce qu'à la fin des fins, c'est quand même ça qui résiste. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas des HR, donc je n'ai pas la main là-dessus. Ouais. Et ça, c'est venu rapidement, c'est venu doucement. Les objectifs, les évaluations, les 360, tous ces trucs totalement infantilisants. Comment vous avez réussi à les torpiller? Well, Facile, c'est ça. On les annule tout simplement. Enfin, alors moi j'étais. Non mais voilà, tout simplement. Ouais, c'est simple. Moi aussi. Alors évidemment j'étais en capacité de le faire, donc bien sûr, mais il faut les annuler tout simplement. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on a tout arrêté, les recrutements ils ne se passent plus comme avant, il n'y a plus de bonus individuel, il n'y a plus d'entretien de recrutement, même si d'entretien d'évaluation, même si je pense que maintenant la loi française oblige même à... Enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc on a arrêté tout ça simplement du jour au lendemain. Alors évidemment pour les RH c'est waouh, c'est un peu violent. Mais c'est comme pour tous les autres managers, tous les autres cadres, en fait. C'est qu'il y a un moment où c'est violent parce que vous les dépossédez d'une partie de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on leur a appris à faire pendant des années. Mais quand ils se rendent compte en réalité qu'il y a un autre rôle, et qu'il y a un rôle beaucoup plus noble, à ce moment-là, vous avez des gens qui se mettent dans ces chaussures-là et qui s'éclatent vraiment. Hein, donc ils s'éclatent vraiment. Donc voilà. Personne n'est viré de l'entreprise libérée, mais chaque personne a une possibilité de réinventer son rôle. Tout à fait. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants et vous, le public qui a posé toutes ces questions, et de passer la parole à Marilène qui va vous dire la suite des opérations. Merci.